Titre. Nous sommes toujours avec Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, avec Sabrina Medjeber, Kevin Bossuet, je l'ai dit, Denis Jacob et Nicolas Pouvreau-Monti. Un conseil interministériel sur l'immigration au moment, vous le savez, où la question des OQTF devient une urgence et même vitale, compte tenu des victimes sur notre sol. Moment aussi où nous sortons d'un débat vif, c'était il y a encore quelques jours, quelques semaines, un débat sémantique sur la submersion migratoire. Et avec vous, Monsieur Pouvreau-Monti, on va rentrer dans la réalité des chiffres et des faits. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit une situation inédite en matière migratoire en France? Autrement dit, est-ce que factuellement, il n'y a jamais eu autant d'immigrés aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire sans que ça provoque des cris d'orfraie? On peut le dire de manière tout à fait établie. Le terme de submersion, c'est un terme politique qu'on peut juger connoté, qu'on peut juger péjoratif, qu'on peut reprendre ou non. Mais ce qui est effectivement incontestable, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. On peut prendre tous les indicateurs disponibles. Le nombre de premiers titres de séjour que notre pays a accordé l'an dernier est quasiment le triple de ce qu'il accordait à la fin des années 90. Le nombre de demandes d'asile que nous avons reçues est plus que le triple de ce que nous recevions à la fin des années 2000. L'immigration clandestine, par nature, elle est difficile à appréhender, mais si on prend... Par l'AME, non? Par l'AME, oui. Absolument, l'indicateur typique. Le nombre des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui est donc réservé aux étrangers en situation irrégulière, a lui aussi triplé en 20 ans. Et tout ça dessine une situation qui est effectivement sans précédent dans l'histoire migratoire de la France. Le nombre, c'est souvent une question qui est posée, le nombre total d'immigrés aujourd'hui en France. Alors, selon l'INSEE, je suis allée voir, c'est près de 10-11% de la population, mais en réalité, si on compte, il faudrait ajouter les descendants d'immigrés, nous serions à combien? Quel pourcentage de la population? C'est ça, c'est-à-dire que si on prend seulement les immigrés au sens strict, c'est-à-dire les personnes nées étrangères à l'étranger, ce qu'on appelle communément la première génération, on a aujourd'hui 7,3 millions d'immigrés en France, ce qui fait environ 11% de la population. Et à cela, on peut effectivement ajouter également 11% de descendants d'immigrés de deuxième génération, c'est-à-dire de personnes qui ont au moins un parent immigré. Et ça fait que sur 2 générations, il y a aujourd'hui environ 22% de la population du pays qui est issue de l'immigration. J'ai dit tout à l'heure situation inédite, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des niveaux historiques? Ce sont des niveaux historiques. Et typiquement, on parle beaucoup là des flux, du nombre de titres de séjour accordés l'an dernier. Je vous ai dit que c'était un record. Mais si on regarde les stocks, finalement, c'est-à-dire le nombre de titres de séjour en cours de validité, qui finalement consolide les records historiques des dernières années, on se rend compte qu'il y avait à la fin de l'année dernière plus de 4 millions de titres de séjour en cours de validité en France. C'était 35% de plus qu'en 2017, c'était presque 60% de plus qu'en 2012. Donc on voit qu'il y a un effet d'accumulation de l'immigration qui accélère depuis maintenant 25 ans. Arrêtons-nous sur ce point, parce que c'est ce que vous dites souvent dans vos travaux. D'abord, la dynamique est très forte et la réalité française, je ne sais pas si c'est la singularité française, c'est alors, je ne peux pas parler, ce sont quand même des personnes, il ne s'agit pas, mais ce sont des strates en fait, de flux migratoires continus qui n'ont cessé de s'accélérer. Absolument. Alors, il y a eu une période de relative accalmie migratoire entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. L'immigration s'est poursuivie, entendons-nous bien, mais à un rythme moins fort que pendant les 30 Glorieuses. Et ce qu'on constate depuis la fin des années 90, c'est une reprise très forte à la hausse des flux migratoires, notamment depuis les années 2000. La population immigrée au sens strict en France, de première génération, a augmenté de 40% depuis 2006. Et c'est vrai que c'est un phénomène d'accélération qui, contrairement aux 30 Glorieuses, se trouve décorrélé de toute logique économique. Oui. Alors, c'est un phénomène qu'on voit aussi en Europe, cette accélération migratoire. Mais la situation française a cela de singulier qu'elle s'inscrit dans une immigration qui était aussi déjà présente, qui est plus ancienne et dont on peut dire qu'elle se cumule. On va susciter le débat. Il y a quand même une autre particularité ou singularité française. Je ne sais pas, vous nous direz s'il y a d'autres pays comparables, mais c'est qu'il y a une immigration concentrée sur une zone, une région. Alors Maghreb et j'imagine Afrique subsaharienne, peut-être une région plus qu'une autre. Est-ce que c'est une particularité pour notre pays? Très clairement, c'est-à-dire que la France accueille l'immigration la plus africaine, la plus largement originaire du continent africain au sens large, Maghreb et hors Maghreb, parmi tous les pays d'Europe et même parmi tous les pays développés. On a aujourd'hui environ la moitié des immigrés en France qui sont originaires du continent africain. Dans ces immigrés, 6 sur 10 viennent du Maghreb. Mais ce qui est notable depuis les années 2000, c'est la forte poussée de l'immigration subsaharienne. C'est-à-dire que le nombre d'immigrés originaires d'Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale a doublé en France depuis 2006, ce qui fait aussi écho aux dynamiques démographiques très fortes de cette région d'Afrique. Alors moi, je dis souvent, cette accélération, elle est documentée, elle est chiffrée, elle est expliquée. D'ailleurs, merci de venir nous le dire ici même. Est-ce qu'on peut dire, sans que ce soit un jugement, eh bien c'est hors de contrôle? À partir du moment où c'est inédit, c'est historique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce n'est plus un choix
approuvé, si je puis dire, et admis par les Français. Très clairement, si on prend le simple exemple de l'immigration reçue l'an dernier, 336 000 premiers titres de séjour, 130 000 premières demandes d'asile. Sur ces 336 000 premiers titres de séjour, vous en avez à peine la moitié qui relèvent vraiment d'un choix du politique. C'est l'immigration étudiante et l'immigration professionnelle. Si vous prenez les grandes masses de l'immigration familiale, les grandes masses de l'immigration humanitaire, c'est-à-dire le droit d'asile, vous avez une forme de droit opposable à l'immigration, garanti par les conventions internationales, garanti par le droit européen, garanti par notre jurisprudence interne, qui fait que le gouvernement ne peut pas décider du jour au lendemain de réduire de 20%, de 30% ou de 50% les titres attribués pour motif familial, par exemple. Alors, autre fait et notable dans vos travaux, c'est la concentration sur notre sol et la répartition des migrants. Ça, quand même, moi, je ne savais pas qu'il y avait quand même des régions... autant, c'était aussi marqué, certaines régions, certaines villes, avec une concentration de répartition voulue, consciente ou inconsciente, je ne sais pas, mais est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples ? Bien sûr, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le débat public en France sur l'immigration s'est concentré sur quelques zones qui semblaient, je peux dire, archétypales des questions posées par l'immigration, l'agglomération parisienne, la vallée du Rhône, Marseille, certaines régions post-industrielles. Et ce qu'on voit depuis les années 2000, de manière corrélative à cette poussée de l'immigration, c'est une diffusion de la réalité migratoire, de ces réalités migratoires, dans des régions qui sont restées assez longtemps à l'écart de ces flux-là. Typiquement, si on prend les villes de plus de 100 000 habitants dont la part d'immigrés dans la population a le plus augmenté depuis les années 2000, on trouve Le Mans, Brest et Caen, donc 3 villes du Grand Ouest, dont la part d'immigrés dans la population a doublé en 15 ans. Dans ces mêmes régions du Grand Ouest, si on va avoir des communes un petit peu plus petites, entre 10, 20, 30 000 habitants, on a parfois des phénomènes encore plus marquants, une part d'immigrés multipliée par 5, par 6, par 8 en 15 ans. C'est le résultat en partie d'une politique de répartition voulue par l'État, par exemple l'ouverture de centres d'accueil pour demandeurs d'asile dans des régions qui étaient moins saturées que d'autres. Et puis c'est aussi le résultat de la dynamique de notre immigration qui est très largement pour motif familial et qui fait que l'implantation de l'immigration dans une ville attire l'immigration parce qu'il y a des phénomènes de diaspora, tout simplement. Effectivement. Et le président Emmanuel Macron avait appelé à cette répartition. Et d'ailleurs, d'un point de vue immigré, on peut dire que c'est quand même cette idée de dire qu'on va prendre des hommes et des femmes et qu'on va les placer dans une région aussi de leur point de vue, c'est quand même assez aberrant. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais de penser qu'on peut ainsi répartir dans des zones ou dans certaines régions des personnes qui sont malgré tout libres de s'installer quand elles sont en toute légalité. C'est aussi un processus bizarre. C'était aussi aberrant dans certaines villes de dire là, ça sera la tour des Maliens, là, ça sera la tour des Comoriens, là, ça sera la... Mais le président, c'est la politique de la ville. C'est la politique de la ville. Le président, c'était typique. Comme on ne peut pas résoudre le problème de l'immigration, on le diffuse. C'est la méthode présidentielle. Bien. Dans quelques instants, allez-y, vous voulez peut-être poser une question ? Oui, en tout, vous arrivez aux 22% avec les immigrés, puis les seconde génération. Quels sont en proportion les pays au sein de l'Union européenne des 27 ? Quels sont les pays qui ont une proportion plus importante ? Alors, il y a des pays qui ont une proportion plus importante que nous d'immigrés au sens strict de première génération parce qu'ils ont eu des flux plus importants et plus récents. C'est le cas en Allemagne, par exemple, c'est le cas en Suède. Mais globalement, il y a une accélération. Là, je prends les deux générations. Mais l'Allemagne a ouvert ses portes comme c'est ça. jamais. La situation migratoire de l'Allemagne. 1 million. Syriens et Ukrainiens. 1 million, oui. On voit le résultat aujourd'hui avec les élections. Absolument. En une décennie, l'Allemagne a reçu 2,6 millions de demandeurs d'asile sur son sol. Contre 1 million en France, ce qui est déjà notable. Mais en tout cas, cette hausse de l'immigration, on la constate partout. Si on prend les titres de séjour, le nombre de titres de séjour accordés en 2023 dans l'ensemble des États de l'Union était supérieur de 140% à ce qu'il était 10 ans auparavant. En une décennie, l'Union européenne a accueilli 8 millions de demandeurs d'asile sur son sol. Donc c'est des phénomènes que l'on retrouve aujourd'hui dans une large part de l'Union. Une question qui paraît simple, mais la définition de l'immigré ? Alors l'immigré au sens de la statistique publique, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. C'est-à-dire que ça n'est pas une personne née de parents français à l'étranger, ça n'est pas non plus une personne née de parents immigrés en France, c'est quelqu'un qui est né avec une autre nationalité dans un pays étranger. Alors, et puis cela nous amène à parler, Sabrina Medjeber, je voulais poser une question à monsieur Nicolas Pouvremonti. J'ai observé et lu vos chiffres que vous indiquiez récemment. Des chiffres que vous basiez, qui étaient basés sur ceux de l'OCDE, qui précisent par exemple qu'en 2020, la moitié des étrangers étaient sous le seuil de pauvreté, soit 4 fois plus que les Français, et qu'en 2020, 42% de ces étrangers n'avaient aucun diplôme ou diplôme niveau brevet, c'est-à-dire 26 points de plus que les Français. C'est-à-dire qu'en réalité, l'immigration d'aujourd'hui, elle est
surconsommatrices et sous-contributrices des dispositifs de solidarité collective et des dépenses publiques. Est-ce que vous pensez qu'avec ces chiffres-là, ils annoncent la fin de l'État-providence en France? Ce qui est certain, c'est que ces chiffres qui sont tout à fait exacts et qui portent sur les étrangers extra-européens, pour être précis, dessinent le profil d'une immigration en France qui est en moyenne moins intégrée au marché du travail et plus pauvre qu'ailleurs en Europe. Et elle amène à poser la question du choix qui doit être fait entre, d'une part, le maintien d'un État-providence qui se conçoit dans des sociétés liées entre elles par un fort sentiment de solidarité, d'une part, et un éventail de bénéficiaires relativement restreint, d'autre part, et le choix d'une immigration plus nombreuse. Un certain nombre de pays européens se sont posé cette question, l'exemple type étant évidemment le Danemark. Les gouvernements danois, quelles que soient leurs étiquettes, ayant fait le choix de restreindre l'immigration pour préserver le modèle d'État-providence qui a fait la spécificité du monde scandinave. Malheureusement, nous sommes cadenassés par l'Europe puisque le Danemark a fait le choix du push-out, c'est-à-dire des dérogations au traité de Rome et au traité d'Amsterdam pour établir ce fameux plan anti-ghetto devenu loi sur les sociétés parallèles. Plusieurs dérogations. Absolument. Initié par d'ailleurs Mette Frederiksen, qui est une social-démocrate, passée par le ministère du Travail. J'ajoute, parce que vous êtes aussi directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est très intéressant. Alors là, c'est peut-être un jugement et vous ne pourrez pas répondre, mais la question se pose. Compte tenu de notre dénatalité en France, est-ce que pour un observatoire comme le vôtre, qui s'intéresse à la démographie, est-ce que la solution peut venir de l'immigration par rapport à notre démographie française? Alors l'immigration peut être perçue comme un palliatif de court terme à certains manques qui existent dans certains secteurs d'activité qui sont en pénurie de main-d'œuvre, mais c'est une solution sectorielle de court terme qui emporte des conséquences structurelles de long terme, y compris des conséquences fiscales et budgétaires. C'est-à-dire que les mêmes entrepreneurs qui aujourd'hui peuvent demander un recours plus grand à l'immigration seront demain ceux qui, sur leur feuille d'impôt, parce qu'ils payent des impôts, paieront le résultat du bilan fiscal globalement négatif de l'immigration en France. Et peut-être un point complémentaire là-dessus, aujourd'hui, l'immigration, c'est déjà une part importante des naissances en France. C'est-à-dire qu'en 2023, pour la première fois, plus de 30% des naissances en France ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Donc cette solution, elle n'est pas nouvelle, elle est déjà dans la natalité. En fait, la question ne se pose même plus. Elle est déjà actée. C'est déjà un fait en partie constaté. Alors, à l'instant, l'immigration, c'est lié quand même à ces individus dont on parle, qui sont sous le coup d'une OQTF et qui ne sont pas repris. Alors là, c'est vrai que 14 fois pour l'assaillant de Mulhouse. On va en parler avec vous, notamment Denis Jacob. À l'instant, l'Algérie alerte sur des conséquences incalculables et dénonce une nouvelle provocation après les premières sanctions de la France. Je vous rappelle. Conséquences incalculables. D'accord. Bon, ça, c'est une menace. C'est vrai que ce qui s'est passé, Denis Jacob, je reviens vers vous, ce qui s'est passé à Mulhouse, je veux dire, c'est pas même plus que ce n'est plus audible, je veux dire. C'est plus du tout audible, les policiers sont en première ligne pour le constater au quotidien sur le terrain, et quand on apprend que l'attentat commis par cet individu est la conséquence d'un refus de l'Algérie à 14 reprises de l'accepter sur son territoire, à un moment donné, et moi je regrette, c'est bien qu'ils le fassent, mais je regrette qu'on fasse un conseil sur l'immigration pour faire le constat que les policiers font depuis des années. Depuis des années, la problématique des centres de rétention administratifs et du nombre de places, le fait de la possibilité qu'un OQTF puisse très rapidement être mis en liberté, qu'il puisse faire des recours sur son OQTF. Bon, à un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation et puis dire stop. Enfin, moi, c'est ce que je portais avant en tant que responsable syndical policier. C'est ce que je continue à porter. Un OQTF doit rester en centre de rétention administrative tant que le pays d'origine ne l'a pas récupéré. Mais vous savez, cher Denis, la question, mais regardez où nous en sommes. Nous sortons quand même d'une semaine où un maire est passé devant un juge parce qu'il a refusé de marier un OQTF. Nous sommes sur les droits familiaux plus que de savoir s'il doit rester en rétention. J'ai suivi le sujet jurisprudence du Conseil constitutionnel. J'ai suivi cette affaire. Et effectivement, là où le gouvernement doit taper du poing sur la table, c'est sur toutes les mesures qui sont à sa disposition pour qu'un pays qui refuse qu'un ressortissant ne revienne, soit contraint. Ça peut être une remise en question du financement de l'aide au développement. Ça peut être une réduction du nombre de visas accordés. Il y a une panoplie de mesures. Il y a des mesures. Mais vous avez vu la réponse, là. Comment vous l'analysez? Parce que des conséquences incalculables... c'est un ultimatum. Quelqu'un qui vous appelle une menace, c'est une menace, un ultimatum qui est lancé à la France. Mais quand de toute façon...
on a une oreille sourde en face de nous pour récupérer ces ressortissants. Je veux dire, aujourd'hui, on n'en est plus à entendre la menace. À un moment donné, il faut que l'État français montre sa force et dise, bon ben voilà, c'est comme ça ou c'est fini. Enfin, et rappelons combien c'est dévastateur pour tous ceux qui veulent venir en France dans un parcours légal et légitime. Je ne sais pas si vous observez dans votre directoire, dans votre observatoire, pardonnez-moi aussi, c'est cette distorsion aujourd'hui entre une immigration légale, moi j'en ai fait partie, mais il y a quelques années, qui a vraiment des difficultés pour être naturalisé, avoir les papiers, c'est pas si évident qu'on ne le dit, et une immigration illégale, beaucoup de fonctionnaires me l'ont dit, et Patrick Stefanini invite ici même, il dit c'est plus facile d'entrer aujourd'hui illégalement en France et puis d'avoir les papiers, d'y rester, ou de ne pas les avoir et d'y rester tranquillement, que de passer par un parcours tout à fait légal et légitime. C'est quand même aberrant. Et par bien des aspects, la situation irrégulière emporte des avantages que n'emporte pas la situation régulière. L'exemple type, souvent cité à juste titre, c'est l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, on a un système de régularisation par ailleurs assez contre-intuitif, on va le dire comme ça, où il faut justifier. Alors autrefois c'était 5 ans, maintenant c'est au moins 7 ans de présence en France. Donc finalement on est incité à rester irrégulièrement en France au moins 5 ans, puis au moins 7 ans, et à attester qu'on est bien resté 7 ans en situation irrégulière pour avoir un titre. Donc c'est une forme de prime à l'irrégularité qui pose quand même question. Et pour ce qui est des mesures de rétorsion envers l'Algérie, je crois que la France gagnerait à mobiliser ses partenaires européens sur ce sujet. Il y a 2 leviers importants pour ça. Il existe un accord de coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, que l'Algérie souhaite renégocier à son avantage, sachant qu'elle ne respecte pas les clauses à ce jour. Donc évidemment, la France n'a aucune raison de faciliter cette renégociation. Et le deuxième volet, c'est la délivrance des visas aux Algériens au niveau européen. Parce qu'on a aujourd'hui un trou dans la raquette, y compris si on souhaite réduire les visas français accordés aux Algériens. C'est que les visas, les visas Schengen, une libre circulation par l'Espagne, permettent de se rendre régulièrement sur le territoire français. Le droit des visas au niveau européen permet de suspendre la délivrance de ces visas aux pays qui ne coopèrent pas. Il y a une spécificité en Europe, c'est la spécificité italienne, puisque Giorgia Meloni a réussi à négocier directement avec les 3 pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, bien pour qu'ils récupèrent les ressortissants sous OQ, alors TI, obligation de quitter le territoire italien, ça se dit ainsi. Mais voilà, un pays a, semble-t-il, réussi. Séjour, quand même. Est-ce que... Alors, allez-y, pas tous en même temps les questions, s'il vous plaît. Oui. Qui commence, Philippe? Je peux parler. Allez-y. Toujours. Les demandeurs d'asile en Allemagne sont très nombreux. Est-ce qu'il y a des pays qui règlent bien le problème des gens une fois que leur demande a été rejetée? La réponse, M. Couvremont. Le problème en France, il reste. Oui, en France, la Cour des comptes nous dit que 96% des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire après le rejet de leur dossier. C'est un problème partout en Europe, hélas. La difficulté étant que beaucoup de ces demandeurs d'asile viennent de pays soit au gouvernement instable, soit qui ne coopèrent pas dans la réadmission. Donc la vraie question est plutôt en amont. Comment fait-on pour réduire le flux d'entrée des demandeurs d'asile, et en particulier des demandeurs d'asile dont on sait qu'ils ne remplissent pas les critères pour obtenir ce statut? On va continuer à en parler, on va se rendre à Matignon, puisque ce conseil interministériel sur l'immigration va commencer à 14h. Merci, vous tenez bien l'agenda de ce qui se passe à Matignon. Et on retrouve notre journaliste Dounia Tengour. Alors, Dounia, ce comité existait auparavant, il a été réactivé, semble-t-il, après l'attaque islamiste à Mulhouse, et on nous prévient qu'il s'agit de parler pas seulement des individus sous OQTF, mais du sujet migratoire plus largement. C'est le cas ? C'est cela, Sonia. Alors, petite rectification, ce comité interministériel autour du contrôle de l'immigration était prévu avant cette attaque de Mulhouse. Ça commence, vous l'avez dit, à 14h, sous l'autorité du Premier ministre François Bayrou. Plusieurs membres du gouvernement sont invités à prendre part aux discussions, parmi eux Bruno Retailleau, Gérald Darmanin ou encore Jean-Noël Barrot. Alors, au programme des échanges, maîtrise des flux migratoires, mesures d'éloignement pour les personnes en situation irrégulière ou encore politique des visas. L'objectif recherché, Sonia, c'est bien de mener une politique transversale en matière d'immigration et s'assurer de l'exécution rapide des mesures déployées. Reste à savoir si ce comité débouchera sur une politique migratoire lisible du gouvernement qui va réussir, disons-le, à allier le contrôle des frontières mais aussi la diplomatie et ainsi mettre d'accord
encore à la fois le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay. Ce n'est pas une mince affaire. Eh bien, en tout cas, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'une prise de parole de François Bayrou est attendue à l'issue de ce comité interministériel, Sonia. Effectivement, je vous remercie, Dounia Tengour. On va écouter, il était notre invité tout à l'heure, l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, sur ce qu'il faudrait faire en réalité. Déjà, l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire ne pas annoncer ce qu'on va faire, mais le faire. Ce qu'on n'a pas fait depuis des semaines. Écoutons-le. Je crois qu'il y a une situation très paradoxale aujourd'hui, parce que d'un côté, il y a eu tous ces événements des derniers jours, Mulhouse, mais aussi Robert Ménard, les influenceurs, Boualem Sansal, évidemment. Et face à cela, nous avons l'impression, vous l'avez dit, que le gouvernement ne fait rien ou appuie sur le bouton, mais ça ne répond pas. Et en même temps, il mène une politique, je dirais, contradictoire, parce qu'au même moment, on envoie Mme Rachida Dati au Sahara occidental, ce qui est vu comme une provocation majeure par l'Algérie. Donc d'un côté, nous ne réagissons pas aux provocations de l'Algérie, et d'un autre, on fait nous-mêmes une provocation. Et aujourd'hui, c'est Gérard Larcher, président du Sénat, troisième personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, qui est lui-même au Sahara occidental. Alors, voilà, on est dans une impasse. Voilà, une impasse. On va marquer une pause. Je vous remercie, Nicolas Pouvremonti. Merci c'est toujours carré et ça nous permet justement, ça permet d'alimenter nos débats.